À travers le territoire national et même des frontières gabonaises, vous qui nous recevez, bienvenue à TVS, la télévision Chekina, et à cette principale édition d'information du soir. Au sommaire de ce journal, d'abord la dynamique unitaire avec cette assemblée générale. La dynamique unitaire, autant pour moi, qui poursuit sa lutte à travers une assemblée générale où des colères contre les mesures d'austérité et bien d'autres ont été exprimées. Tandis que du côté du Sénat, syndicat de l'éducation nationale, les lignes bougent. Réunis en assemblée générale ce 24 avril 2017, les membres ont décidé d'un commun accord de suspendre leur mouvement de grève. Vous en saurez plus avec Maria Lecom dans quelques instants. Et rebonsoir, merci de votre confiance sans cesse renouvelée à notre édition d'information du soir. Nous commençons ce journal avec du social et notamment les grandes artères de la capitale gabonaise qui connaissent un déficit en termes de toilettes publiques. Une situation mal vécue par les populations librevilloises. Le constat a été fait par Inès Ngongamombo. Le grand criard des toilettes publiques se pose avec acuité dans la ville, notamment dans les grands carrefours qui restent pour la plupart les zones très fréquentées. Alors, si vous êtes frappé d'une envie pressante de vous soulager par exemple, à défaut de le faire à l'air libre, il faudra recourir aux maisons environnantes. Une situation mise à l'index par la population qui ne sait plus à quel sens se vouer. Là où nous sommes, là au charbonnage, je veux aller aux toilettes. On part où? Où on peut aller? Là, sous le pont, on garde le camion de la police. Est-ce que la mairie ne peut pas mettre des toilettes publiques là, où les gens peuvent se soulager? Ils attendent quoi pour le faire? Au lieu de dégager les gens comme ça, je vais cabiner tout à l'heure là, je pars où? Ce ne sont pas les espaces qui manquent quand on sait que l'État est propriétaire de tous les lopins de terre. Il suffit tout simplement d'un peu de volonté de la part des pouvoirs publics pour soulager un tant soit peu la souffrance des compatriotes. La violation des libertés et droits syndicaux, les mesures d'austérité, toutes ces questions étaient au menu de l'Assemblée générale que l'intersyndicale dynamique unitaire a organisée ce matin au stade basketball d'Awinji. Pour notre rédaction, Fabiola Mengue, Yasser Nicolandon. Les axes, n'oublions pas les autres quand même. Le premier axe concerne les libertés syndicales et la suspension de la CONACYSED. Donc là, nous interpellons tous les syndicalistes, et en particulier ceux qui vont accompagner le gouvernement à la conférence internationale du travail, que c'est inadmissible d'aller avec un gouvernement qui viole les textes de l'OIT. C'est incompatible, surtout qu'ils sont incapables, je vous dis bien incapables, de nous produire l'arrêté qui suspend la CONACYSED. Donc on est revenu là-dessus. Le deuxième axe, c'est vrai, c'est la vie chère. Et là, c'est une invitation à tous les consommateurs. Nous avons eu le président de l'association des consommateurs qui était assez âgé. Et là, nous nous adressons directement à tous les consommateurs que nous ne pouvons pas rester insensibles à la diminution du pouvoir d'achat des travailleurs et des consommateurs d'une certaine manière. Donc je crois que c'était l'axe principal de cette réunion. Et enfin, on s'est adressé à l'agent public. Oui, l'agent public à qui on a gelé sa carrière jusqu'à je ne sais quand. Aucun stage, aucun reclassement après stage, aucun avancement automatique, aucun acte administratif ne sera pris ayant une incidence financière. Alors que l'ordonnance 0013 a été rejetée par la Cour constitutionnelle, on ne sait pas sur quoi le ministre de la fonction publique s'appuie pour bloquer les carrières des agents. Et donc, pour terminer, nous avons appelé à la solidarité et des travailleurs et des consommateurs. C'est pourquoi nous les avons invités le 1er mai. Oui, le 1er mai, nous allons nous retrouver lundi et nous donnerons le ton par rapport aux actions du gouvernement. Les actions seront déterminées le 1er mai. C'est là où nous allons dévoiler les actions que nous mènerons en association avec tout le monde, comme je vous ai dit. Mais vous savez, l'augmentation des prix est la conséquence du programme d'ajustement structurel que le gouvernement a signé. Le gouvernement n'a pas voulu, il faut le dire clairement, la dévaluation, parce que la dévaluation frappe directement certains responsables qui ont de l'argent dans les cantines, dans les maisons, et cet argent devait être dévalué. Le gouvernement préfère frapper le plus faible maillon de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur. Parce que quand la SG augmente,
on sait qu'ils ne payent pas le courant, c'est pris en charge par le budget de l'État. Quand le téléphone augmente, ils ne payent pas le téléphone, c'est pris en charge par le budget de l'État. Même leur nourriture, c'est dans la loi de finances, c'est pris en charge par le budget de l'État. Alors, c'est nous qui subissons ces augmentations de taxes, sans aucune explication, sans aucune discussion avec les partenaires. Activité syndicale toujours, suspension de grève au syndicat de l'éducation nationale. Durcissement du temps par contre à l'été syndical des douanes. Les agents ont investi ce matin l'entrée principale du port d'Ovendo et l'activité a tourné au ralenti. Les raisons de cette grève avec Fabio Lamengue. Actuellement, nous avons décidé de durcir le mouvement de grève de la douane. Donc, la grève en ce moment, c'est l'intersyndicale. Donc, ce sont tous les douaniers qui sont en grève. Et nous avons décidé de durcir le mouvement parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore rentrés en négociation avec la tutelle. Et nous nous rendons compte que jusqu'à présent, ils ne font pas vraiment le premier pas parce qu'il est intéressant pour nous aujourd'hui de dire haut et fort ce qui se passe à la douane. Parce que nous avons avec nous beaucoup de douaniers qui souffrent, qu'on enlève dans des maisons parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. Et ce n'est pas normal. Nous avons trouvé de faire l'Assemblée générale. Et en faisant l'Assemblée générale, tous les douaniers ont été unanimes de rentrer en grève. Et cette grève-là, c'est une grève générale. Ce que vous voyez comme conteneur, c'est juste le minimum parce que nous sommes obligés de faire le service minimum. On fait passer les vivres frais, les médicaments, le 6e BIMA. Le reste là, tout est stocké et vraiment, je pense d'ici là, ce sera saturé. Imaginez-vous, rien que le premier jour, on a dit on a fait le service minimum, la douane à elle seule a fait rentrer 750 millions, étant en grève. Donc ça veut dire qu'en dehors du pétrole, il n'y a que la douane qui vient en deuxième position. Et si l'État ne fait pas attention, nous risquons encore beaucoup plus de durcir le mouvement en faisant fermer totalement. Donc ce qui veut dire que dans les jours qui viennent, nous risquons de ne plus faire passer les médicaments, nous risquons de ne plus faire passer les vivres frais, nous risquons de ne plus faire passer rien du tout. Parce que actuellement, nous disons, on en a marre. Trop, c'est trop. Il est temps qu'on pense aux douaniers, qu'on pense au reclassement des agents de douane et que les douaniers puissent vraiment avoir accès à leur salaire comme cela se doit dans toute autre administration. Nous ne savons pas pourquoi la douane est abandonnée à elle-même. Nous parlons toujours de l'activité syndicale, cette fois-ci avec le bloc syndical de la première seconde qui a fait une déclaration au siège de Gabon Télévision, la maison Georges Rahuri, siège de Gabon Télévision, sur le bon fonctionnement, sur le bon déroulement, tant pour moi, de la première phase du dialogue national, première phase dite citoyenne, propos recueillis par Fabio Lamengue. Du bloc syndical de la première seconde. Le bloc syndical de la première seconde se félicite de l'action menée par ses membres pour la participation active et massive de la société civile au dialogue politique, car c'est notre action qui a conduit à la mise en place de la phase citoyenne. Aussi, nous félicitons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir reçu les partenaires sociaux de la plateforme Bloc syndical de la première seconde le 27 mars 2017. Rencontre au cours de laquelle il a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à mettre en place dans l'urgence une commission tripartite pour la résolution des problèmes du travailleur gabonais. Dans un contexte de crise généralisée, nous encourageons la classe politique à poursuivre le travail entamé par la société civile dans la phase citoyenne en vue de l'adoption et de l'application des propositions issues de ces assises. Au terme de ces travaux, nous, partenaires sociaux, attendons la mise en place du Conseil national du dialogue social, CNDS, cadre par excellence de prévention et de règlement des conflits. Nous attirons la très haute attention du président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, quant aux manigances initiées par certaines centrales syndicales et soutenues par les hommes politiques de la majorité tendant à mettre en cause le processus de paix sociale recherché par tous les Gabonais.
Je vous remercie. Et pour clore ce dossier lié à l'activité syndicale, au terme de l'Assemblée générale tenue aujourd'hui, le syndicat de l'éducation nationale Sénat, notamment ses membres, ont décidé à l'unanimité de suspendre le mouvement de grève pendant 3 mois jusqu'à satisfaction totale des revendications. Marie-Ali, comme sur les images d'Yvan Bertrand Koumile Kandoumba. Réunis en Assemblée générale ce 24 avril, les membres du Sénat, syndicat de l'éducation nationale, en grève depuis plus de 6 mois, viennent de décider de suspendre leur mouvement de grève. Une décision appuyée sur les conclusions d'une séance de travail avec les ministres de l'Éducation nationale et de la fonction publique samedi dernier. Le mouvement, engagé le 31 octobre, aura quelque peu obligé le gouvernement à revoir sa position, laquelle aura été d'accélérer le calendrier des négociations. Avec les techniciens de la primature et de l'éducation nationale, et d'autre part avec les ministres de l'éducation nationale et de la fonction publique, le samedi 22 avril 2017, le Sénat a obtenu du gouvernement les acquis suivants. L'intégration des partenaires sociaux dans l'organisation des examens et concours. L'organisation du concours d'entrée à l'ENS à l'issue des réformes en cours et sa délocalisation à l'ENI. La signature de l'arrêté sur la journée nationale de l'enseignant, qui sera désormais célébrée tous les 23 mars de chaque année. Le paiement de la PIP du 2e trimestre 2015. Le paiement des vacations des années 2016. Le paiement dans les prochains jours du reliquat de la PIF 2015 après transmission des listes des ayants droit. La livraison en cours des tables bancs avec implication du Sénat dans le processus de distribution. La suppression de l'approche par les compétents de base en cas de non-introduction des réformes souhaitées en profondeur. L'intégration du Sénat dans le comité de suivi du programme de construction scolaire financé par l'Agence française de développement AFD. Le paiement désormais des vacations après service fait et directement dans les salaires des enseignants. C'est donc fort de ces acquis que les membres du Sénat ont opté en toute responsabilité de suspendre leur mouvement de grève pour une durée de 3 mois à compter de ce jour. Ce combat n'est pas fini. Chacun doit savoir que nous continuerons le combat par d'autres moyens. Chacun doit se tenir prêt à le reprendre, notamment en bloquant le déroulement des examens en fin d'année, si d'aventure les points de nos cahiers de charges non solutionnés ne le sont pas au plus tard fin juillet 2017. La lutte pour le bien-être éducatif et la défense des droits syndicaux est une conquête qui n'est pas terminée. Cette longue grève est une véritable fierté pour des milliers d'enseignants qui ont participé et c'est l'occasion ici de les remercier. C'est la fierté de mener un combat juste et légitime qui ne peut être soupçonné de manipulation politique. La construction et l'équipement des structures scolaires, l'annulation de l'approche par les compétences APC, le paiement des vacations des examens et concours de 2016 et du reliquat de la prime d'incitation à la fonction enseignante PIF de 2015 sont entre autres les points contenus dans leur cahier de charges. Un retour au calme provisoire du côté du Sénat jusqu'à satisfaction totale des revendications. Sur le front social, on assiste à la recrudescence des revendications dans tous les secteurs d'activité ainsi qu'à la baisse du niveau de vie des populations gabonaises dans un contexte marqué par une crise sur fond social, une crise sociale, voulais-je dire. Et du coup, on s'interroge sur le débat de fond de la première phase dite citoyenne du dialogue national inclusif et sans tabou en cours en Ngondje, au nord de Libreville. Un reportage de notre rédaction. La fin de la phase citoyenne du dialogue social coïncide avec la remontée des revendications dans différents secteurs d'activité à travers le pays. Éducation nationale, douane, santé, activités syndicales. Tout ce décor augure un lendemain qui pourrait être explosif dû à l'absence d'une réflexion de fond qui conduirait à mieux identifier les points d'achoppement en vue d'apporter des réponses appropriées.
Le cas par exemple du secteur de l'éducation englouti dans des difficultés vieilles de plusieurs années, pourtant partiellement abordées et des ébauches de solutions apportées. Mais en dépit, ce secteur ne trouve pas toujours de tranquillité, bien au contraire. L'alimentation en eau et en électricité à travers le pays, une problématique tout aussi mathusalémienne, peu après l'accession du pays à la souveraineté internationale, avec une population estimée entre 1 500 000 et 1 800 000 habitants, soit le quartier de Yopougon en Côte d'Ivoire, les pouvoirs publics n'ont pas jusque-là trouvé la solution idoine. Au centre-ville de Libreville, le siège du pouvoir normatif, administrations et maisons d'habitation sont privées de ces fournitures, bien que pour certaines, à proximité même de l'entreprise distributrice. Dans l'administration publique, les problèmes sont transversaux. Les solutionner en 2 semaines, au regard de leur complexité, relève de l'impensable, sinon du miracle. Une position ragaillardie par des centrales syndicales, une dizaine au total, qui interpelle les pouvoirs publics à prendre en compte les difficultés que connaissent le pays sur le plan social, économique et politique. Il y a donc urgence en la matière. La phase citoyenne du dialogue social ne tarderait à être qualifiée de fiasco avec la recrudescence des revendications. L'actualité hors de nos frontières présidentielles en France, après l'annonce des résultats du premier tour, le mot d'ordre a été donné dans le camp de Jean-Luc Mélenchon. Les militants ont été mobilisés, mais le candidat de la France insoumise ne sera pas au second tour. Reportage de nos confrères de France 24. Résistance. Quelques minutes après l'annonce des résultats, le mot d'ordre est tout trouvé dans le camp de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise ne sera pas au second tour. Pire même pour ses militants, il n'est pas sur le podium, 4e derrière François Fillon. Malgré un score bien supérieur à celui de 2012, la frustration est grande à son QG. Ça se jouerait vraiment à quelques voix, quoi. Et du coup, il y avait un grand espoir. Et quand on voit un résultat comme ça, forcément, on est déçu. C'est une déception parce que j'ai l'impression que les gens veulent Macron. L'élection de Macron, c'est la preuve que les gens veulent que le système reste inchangé. On y croyait vraiment tous. On y croyait à Mélenchon, ne serait-ce qu'au 2e tour qui passe. Et Macron-Le Pen, non, c'est impossible. On va vivre dans l'enfer. Jean-Luc Mélenchon a d'abord appelé sur les réseaux sociaux à la retenue face aux estimations des résultats, avant d'apparaître peu avant 22 h devant ses militants. Et contrairement à 2012, le candidat de la France insoumise ne donne pour le moment aucune consigne de vote. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. Je n'ai reçu aucun mandat des 450 000 personnes qui ont décidé de présenter ma candidature pour m'exprimer à leur place sur la suite. Une position que ne partagent pas certains de ses soutiens. Le patron du Parti communiste, Pierre Laurent, ou encore Clémentine Autain, ont déjà appelé à faire barrage au Front National. Élection présidentielle en France, au sortir du premier tour, Benoît Hamon et le Parti socialiste s'en sort avec 6% de bulletins, ou du moins de suffrages exprimés, et du coup le Parti socialiste enregistre pour la première fois un score très bas. Il est 20h, voici les résultats de ce premier tour. Un duel copieusement sifflé et un score historiquement bas pour le Parti socialiste. À peine plus de 6%, juste de quoi éviter la déroute financière et se faire rembourser les frais de campagne. Très vite, Benoît Hamon a pris la parole. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. Désillusion, effondrement, tristesse. Pour les militants, les divisions de la gauche menacent l'avenir du Parti socialiste. Résignés, ils suivront les consignes de vote de Benoît Hamon, qui, comme Lionel Jospin en 2002, appelle à faire barrage à l'extrême droite. Franchement, ça fait vraiment de la peine de voir la gauche comme ça et qu'il perd à 6,2 en plus de ça. C'est... je sais plus quel mot, et voir le Front National en plus passer au deuxième tour, ça encore, j'arrive pas à... j'arrive pas. Benoît Hamon a demandé
soutenir Emmanuel Macron au deuxième tour. Alors moi, j'ai pas le choix. Contre Marine Le Pen, je vais voter Emmanuel Macron. De son côté, le porte-parole du candidat socialiste déplore un échec collectif. La gauche, elle a merdé, pardonnez-moi l'expression, de longue date, parce que la présence de Marine Le Pen, elle était annoncée de longue date. Un travail de rassemblement aurait pu et dû se faire, et on a tous merdé sur ce coup-là. Voilà, je le dis, je le regrette. Pris en tenaille entre le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon n'a pas réussi à rassembler. Il enregistre le plus bas score d'un candidat socialiste depuis la défaite de Gaston Defferre en 1969. De l'actualité sportive dans ce journal avec la Gakado Jika de Maître Mavumbi Wapacha qui abrite un stage destiné aux enfants. Celui-ci durera 3 semaines et il permettra de mieux outiller ces jeunes à la pratique du karaté. Un reportage de Frem Bioredzo sur les images de nos confrères de TV+. Le stage de cet après-midi rentre dans le droit fil du programme d'activité de la Gakado Jika. C'est un stage enfant de karaté. Le thème c'est exactement sur les basiques parce que c'est un stage qui va aller sur 3 semaines. Donc nous préparons la compétition enfant. Aujourd'hui c'est un stage global, mais nous faisons la révision générale de toutes les bases. La semaine prochaine, samedi prochain, ce sera le stage kata et le samedi d'après, ce sera le stage kumité. Ceci pour préparer la compétition Baby Champion à Gakado Jika. Exact. Mais le niveau de chacun, on va dire qu'il est acceptable. Mais vous savez que la Gakado Jika, la Jika, c'est un style, c'est une vie, c'est une culture. Donc la Jika a la particularité de ressortir la culture japonaise. Or, dans le karaté, il y a également des basiques, mais ces basiques ne tiennent pas compte de la culture japonaise. Or, à la Jika, il y a l'éthique, il y a le respect, il y a l'état d'esprit, il y a le respect total au maître qui est presque vénéré. Et il y a l'acceptation. Donc ce sont des valeurs également que nous inculquons à la Gakado Jika, en dépit des techniques basiques que tout le monde connaît. Eh bien, il y a cette culture également, cette notion de respect de l'ancienneté du maître qui rentre dans la culture japonaise. Donc nous, la Gakado, nous faisons vraiment la formation des formateurs. Donc nous prenons également des enfants en compte et les dames. N'oubliez pas que nous sommes dans le décennie de la jeunesse et le décennie de la femme. Donc la Gakado ne reste pas en reste. La Gakado prend en compte également les enfants et les femmes. Maintenant, la mayonnaise vient justement parce que nous venons booster cette catégorie de minimes cadets juniors qui est parfois négligée dans certains clubs, dans certaines écuries et même dans certaines équipes nationales. Nous nous retrouvons avec une élite qui n'a pas de base, une élite qui n'a pas de relève. Et nous, la Gakado Jika, nous pensons à l'avenir. Et l'avenir, ce sera avec les enfants. Oh, la formation, c'est que nous recherchons, nous les instructeurs. Nous recherchons la formation. L'initiative du Chian Mavumbi Mombo Wapacha est salutaire. À chaque fois qu'il y aura quelque chose, nous viendrons parce que nous avons besoin de recycler, de rencontrer nos enfants, nous préparer pour des compétitions. Donc c'est un peu ça. Comment jugez-vous la qualité de la formation? Est-elle bonne? Ben, elle est bonne. Elle est bonne. Ensuite, la formation Jika, c'est important de se recycler et de rester dans l'esprit Budoka, qui est l'éthique du karaté. Nous restons toujours en sport et toujours dans le rugby avec la formation de 800 qui s'impose devant le RCG dans le cadre de la 18e journée du championnat national de rugby. C'était dans la commune d'Ovendo. Efrem Bioredzo, image toujours signée nos confrères de TV+. Plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout, eu égard à leur belle entame de saison, Souf a de nouveau empoché 3 points devant le RCG qu'il a littéralement dominé sur la marque de 44 essais à 19, alors qu'à la mi-temps, le score était moins lourd, 20-8, toujours en faveur de Souf, qui a démontré durant la partie sa supériorité individuelle et tactique de ses acteurs. Une 18e journée de championnat national, fatale pour le RCG, qui a totalisé coup sur coup, 2 blessés, s'en est terminé pour la course au titre final. Le championnat est presque à la fin. Là, c'était notre dernier tournant. Bon, comme on a perdu là, sinon si on gagnait là, c'était pour prendre la 6e place. Bon, on a perdu là. Là, on croit que peut-être c'est la saison prochaine. Hein. La saison là, vraiment. La saison est presque terminée. Ouais, bon. On attend la saison prochaine. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, la balle ovale roule mieux pour Souf, qui, à travers cette nouvelle victoire, grimpe davantage au classement général
Les prochaines journées seront quant à elles très décisives à vie à ses prochains adversaires. Au terme de cette 18e journée du championnat national de rugby, l'encadrement technique du RCG, ça dit, ça vous vaincu, ça vous déçu autant pour moi au regard du résultat. Ephraim Biogaïdzo, toujours devant les caméras de nos confrères de TV+. Avec un grand score, c'est dommage. On voulait juste ou une victoire, bon, chose un peu dure, mais un match nul, ou avoir le point de bonus défensif. Parce que grâce à ce point, on peut en récupérer la 6e place au vautour. Mais dommage, l'équipe en face était mieux organisée, plus disciplinée et ça fait la différence. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui à votre formation pour remporter? La discipline et la restitution des acquis. Ce dont on les apprend, ils n'ont pas reproduit, ils n'ont pas fait. Et un peu d'égoïsme parce que sur la première mi-temps, on a raté 3 essais sûrs. Il suffisait juste de faire une passe. Et le rugby, la clé c'est la passe. Une bonne passe, c'est un ballon d'essai. Dommage, les garants, ils n'ont pas suivi. Alors vous êtes presque à la fin du championnat, des regrets? Beaucoup. Regret de ne s'être pas réveillé, au moins pour essayer d'accrocher cette fameuse 6e place, j'insiste dessus parce qu'on n'est pas loin. On a que la police, les vautours nous dépassent d'1 point. Donc si on avait au moins ce bonus défensif, on passait devant. Mais c'est dommage. Avant de nous dire au revoir, voici la présent votre rubrique Expression libre. Inès Ngungamombo de la Savane et Jean-Luc Bouroubou vous ont posé la question de savoir où et quand est décédé l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Là, réellement aucune idée. Merci. En 2000... en 2015. Je n'ai plus à l'idée. Je n'ai plus à l'idée. Sinon, c'est un président qu'on ne doit pas vraiment l'oublier comme ça facilement. Il a lutté pour l'Afrique, et pour l'Afrique du Sud, et pour le pays de l'Afrique du Sud, et pour l'Afrique tout entière. C'est un monsieur que nous ne pouvons jamais l'oublier. Vraiment. C'est un président digne qui a lutté pour tous les Noirs. Mandela. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Sinon... je suis désolé. Là, je ne connais pas. Comme je suis un peu pressé, mon maître m'attend. Excusez-moi, je vais passer. En 2010-2012. Nelson, c'est pas en 2014. Je ne connais pas. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013 à Johannesburg, la capitale économique de la nation arc-en-ciel. Ainsi s'achève ce journal de la soirée. Merci de l'avoir regardé. Tout le plaisir pour moi d'avoir été en votre compagnie. Content de vous retrouver, s'il plaît à Dieu, le Très-Haut, demain à la même heure.